Alors, donc, je suis Amel Zitili. Pour parler de moi, moi, en fait, je me définis beaucoup dans une citation de Victor Hugo qui dit bah, mettre tout en équilibre, c'est bien, mettre tout en harmonie, c'est mieux. Alors, en fait, cette citation m'avait toujours fascinée et ça a pris du sens chez moi au premier stage que j'avais fait de fin d'études. Hein. Donc, je suis arrivée chez TF1. Il fallait que, à l'époque, on me demandait, en tant que stagiaire, de sécuriser la connexion Wi-Fi, donc les journalistes qui se connectaient du monde entier pour envoyer leur reportage ou voilà on va dire toute édition, et de mettre de la sécurité autour de tout ça. Et en fait, moi, je suis arrivée, j'étais toute jeune dans ce monde, bon, je connaissais pas grand-chose. Et en fait, je me suis rendu compte très 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 vite qu'en fait, avant tout, la sécurité, c'est un équilibre entre le budget, les besoins de ceux qui utilisent, par exemple, un système, et puis en effet, les enjeux de la sécurité. Et donc, du coup, ben, en fait, il a fallu, quand même, pour y arriver, comprendre comment travaille un journaliste. Donc, voilà, il fallait quand même partir de là, pour moi en tout cas. Il fallait que je comprenne comment travaille un journaliste pour arriver à proposer quelque chose qui peut l'aider. D'où, pour moi, cet équilibre qui est très important dans la cybersécurité, cette harmonie qu'on doit créer en tant que tout intervenant dans la sécurité. Donc aujourd'hui, donc au-delà de, donc bien évidemment, hein, j'ai continué à croire dans cette citation dans toutes mes activités par la suite. Donc je suis passée par l'expertise, par les audits, les conseils, jusqu'à arriver à mon poste d'aujourd'hui qui est directrice sécurité des infrastructures et du cloud chez Orange. Et puis cette harmonie aussi, moi je la retrouve dans l'équilibre entre femmes et hommes. Donc aujourd'hui, je suis fière de dire que j'ai dans mes équipes, aujourd'hui j'ai 40% de femmes, ce qui n'est pas rien. Voilà, donc je suis vraiment ravie et très très contente d'avoir des femmes aussi passionnées, aussi investies que les hommes dans ce monde quelque part qui est quand même en effet très assimilé au masculin. Alors, du coup, mon rôle aujourd'hui est le rôle de tout responsable de sécurité. Notre objectif, moi, je me dis, en fait, la première qualité, au-delà de l'intelligence, bien évidemment, hein, la première qualité d'un responsable de sécurité, c'est de s'adapter. En fait, il faut qu'il s'adapte à son environnement, il faut qu'il s'adapte à la réglementation, il faut qu'il s'adapte aux menaces, il faut qu'il s'adapte à toutes les évolutions qui sont autour pour ne pas être dogmatique et servir au mieux, finalement, sa raison d'être. Et donc là, aujourd'hui, je suis avec vous sur un sujet où il va falloir aussi qu'on s'adapte encore un peu plus, hein, parce qu'en fait, il y a en effet beaucoup d'évolutions qu'on voit, beaucoup de transformations dans le monde digital qui impactent finalement la façon de faire, la façon de répondre d'un responsable de sécurité. Quand on parle, par exemple, alors je vais illustrer quelques transformations, finalement, quelques enjeux et quelques transformations autour du digital pour que vous emmenez un petit peu vers là où j'aimerais, en tout cas, vous emmener. La première transformation qui est hyper importante, c'est l'agilité du business. Il faut qu'on soit agile, il faut qu'on soit rapide, il faut qu'on réponde rapidement à un certain nombre de besoins. Il faut qu'on donne les salariés qui travaillent dans une entreprise, il faut qu'ils travaillent de n'importe où aujourd'hui. Donc le télétravail est démocratisé en tout cas. Il faut qu'on aujourd'hui le business d'une entreprise, si je ne peux pas en tant qu'entreprise répondre à toutes les composantes de mon business, je m'autorise de travailler en partenariat avec d'autres entreprises, donc soit avec on le voit dans le monde finalement de l'IT, soit en sous-traitance, soit en allant voir des partenaires du cloud, par exemple, pour mettre tout un tas de choses ne peuvent plus se permettre. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Il faut qu'elles réduisent le time to market, et donc pour ce faire, il faut rapprocher le métier des équipes techniques. Et du coup, ça se transforme en organisation différente que ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui, où on avait des gens qui étaient dans le think, donc qui réfléchissaient à quelque chose autour du business, à des gens qui vont builder, qui vont mettre en place les solutions. Donc aujourd'hui, ces organisations-là sont de moins en moins présentes dans les entreprises, en tout cas du digital. Les équipes sont regroupées de ce qu'on appelle DevSecOps, donc ceux qui développent ou ceux qui pensent à des solutions, c'est eux qui vont opérer et c'est eux qui vont s'occuper de sa sécurité, justement pour être le plus efficace possible. Le deuxième enjeu, c'est la maîtrise des coûts. Alors, je ne vous la refais pas. On vit aujourd'hui dans tout ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Il faut réduire les coûts, il faut maîtriser ses coûts, il faut être le plus, on va dire,
optimisé possible autour des coûts. Et donc forcément, dans le monde du digital, ça se transforme en trois axes. La rationalisation, la simplification, pour que ça me coûte moins cher, pardon, puis automatiser tout ce que je peux automatiser. Toute action qui peut être automatisable à un moment donné par un automate, il faut qu'on la mette justement dans ces automates-là pour favoriser cette maîtrise des coûts. Et j'oriente mes équipes finalement dans les expertises ou dans les sujets sur lesquels l'humain a de la valeur. Troisième enjeu, c'est la technologie. Alors oui, l'IT, il y a toujours eu des évolutions dans les technologies. Alors la différence, c'est qu'avant, on avait des cycles de vie qui étaient assez longs. Quand on parlait d'une solution, en tout cas d'IT, elle pouvait durer 10 ans, par exemple, 10 ans, 15 ans, j'en connais. Voilà. Aujourd'hui, on parle plutôt de 2 ans en moyenne. Ça veut dire que ce rouleau compresseur des technologies, il est beaucoup plus puissant et beaucoup plus présent aujourd'hui. Et donc, il va falloir qu'on sache le gérer. On parle également d'hybridation. Alors, le mot hybridation, c'est vraiment de dire, en fait, mon système d'information ou ma technologie, elle n'est pas que chez moi. Elle peut être aussi chez mon partenaire, chez une autre société de services, c'est chez un autre sous-traitant. Et en fait, il faut que je sache travailler avec ce bout de système d'information qui n'est pas chez moi. Et puis, on parle également de l'open source. Alors, dans le monde de l'IT, il y a beaucoup de constructeurs connus qui ont vraiment une très, très grande part du marché. Donc, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a dit, on maîtrise des coûts et puis en essayant d'être le moins loqué, entre guillemets, avec ces vendeurs, on essaye d'avoir de plus en plus de l'open source. Alors ça a sa vertu parce qu'en effet, les gens sont beaucoup plus libres, beaucoup plus ouverts que quand c'est un constructeur qui maîtrise sa technologie. En revanche, ça questionne finalement sur le maintien et puis finalement sur les interventions qui vont être finalement au niveau de l'entreprise qui a pris cette open source. Et puis le dernier enjeu qui n'est pas des moindres, c'est les compétences. En effet, on est dans une guerre des compétences aujourd'hui parce qu'on cherche des compétences à la pointe dans un certain nombre en tout cas, d'expertise ou de choses dans l'IT. Donc on parle de la cyber, on parle de la data IA, on parle de tout ce qui est automatisation. Alors techniquement, on parle du CI/CD. On parle de tout un tas de pans d'expertise dans lesquels on cherche des compétences à la pointe, mais qui sont capables aussi de se former en permanence, parce qu'il y a le rouleau compresseur des technologies. Donc il y a une vraie guerre de ces compétences, comment on les attrape, comment on les ramène dans l'entreprise, comment on les fidélise, quelles perspectives on leur donne. Il y a aussi un enjeu autour de ces compétences, c'est la culture, la façon de travailler qui devient différente d'avant. Ce que je disais tout à l'heure, on avait des cycles de 2 ans d'un projet. Aujourd'hui, on est dans des cycles de 3 mois. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Avant, on avait un expert qui pouvait travailler sur un bout, qui est différent de celui qui va opérer. Aujourd'hui, on demande à ce développeur, à cet expert, d'être aussi celui qui opère. Donc là, on est vraiment dans un changement de culture, un changement de façon de faire. Et de la même manière, donc quand on parle de l'agilité, ce que je disais, c'est si on part de l'agilité, ça veut dire que je suis capable de me rapprocher du métier, même si je suis technique, et je suis capable de comprendre et de mener mon sujet au service du business. Et ça, c'est une autre façon de travailler, en effet, qui doit... Et du coup, finalement, qu'est-ce qu'on se rend compte? On cherche un petit peu le mouton à 5 pattes. Et c'est là où c'est compliqué. Et donc, à partir du moment où j'ai ce mouton à 5 pattes, comment je vais le garder? Alors, si on revient bien évidemment à la cyber, donc je vous apprends rien, la menace, elle a toujours été là. Là, elle est encore beaucoup plus présente pour 2 raisons différentes. De un, les motivations. Donc, on parle beaucoup de ransomware, on parle des vols de données, donc je pense que ça, tout le monde l'a vu. Là, on est rentré dans une ère un peu différente, qui est les motivations derrière ça. On a de l'espionnage, on a du sabotage, on a de l'activisme. Donc il s'agit vraiment de la survie des entreprises et donc forcément la survie des institutions au sein d'un pays. Donc on voit bien que aussi les attaques, elles ont toujours existé. Elles sont différentes aujourd'hui parce qu'elles sont beaucoup plus puissantes en volume et en sophistication. En sophistication parce qu'en fait, les attaquants
qui sont derrière ces attaques. Excusez-moi. J'ai mal à la gorge. Donc les attaquants qui sont derrière ça, ils sont organisés en mode agile. Je ne sais pas si vous avez de l'eau. Je suis désolée. J'ai même une larme. Donc les attaquants qui sont derrière ces attaques qu'on voit, qui sont visibles aujourd'hui, en fait, ils sont organisés en mode agile. Ils ont de l'automatisation dans leur outil. En fait, ils ont aussi les technologies que nous, on utilise dans les entreprises. Ils ont la même chose. Et on rajoute à ça, il y a en effet, ils ont des motivations qui peuvent être assez néfastes pour les entreprises. Alors, toutes ces transformations dont on a parlé, merci bien. Donc tous ces enjeux, toutes ces transformations, elles vont pointer, entre guillemets, sur un système d'information. Donc si on parle de digital, le digital n'existe pas sans un système d'information. Et donc ces transformations, elles touchent finalement le système d'information qui nous permet finalement de répondre à ces business-là. Donc si on voit, alors pour vous ça doit être à gauche, à gauche, je ne vais pas rentrer dans la technique, juste pour dire que historiquement, dans un système d'information, il y avait deux mondes. Il y a le monde de confiance qui est à l'intérieur de l'entreprise, et il y a le monde de non-confiance qui est à l'extérieur. Et entre ces deux mondes-là, il y a une barrière autour qui protège l'entreprise et donc le business de l'entreprise. Avec tout ce qu'on a dit en transformation et tout ce qu'on a dit tout à l'heure, on va basculer sur le monde de droite de plus en plus, où en fait le monde du confiance n'existe pas. Parce qu'en fait, comme on a ouvert tout le périmètre qui est autour, il s'ouvre forcément parce qu'il y a de la collaboration, parce que je me connecte de n'importe où, parce que je fais du télétravail, parce que je peux travailler avec ma tablette et je peux travailler avec un PC qui n'est plus un PC fixe qui était dans l'entreprise, parce que en fait, je peux mettre un bout de mon système d'information sur le cloud d'Azure et un autre bout sur le cloud Google et un autre peut-être un petit peu chez moi. Et donc tout ça fait que le périmètre qui est autour se défait. Alors, ce n'est pas un problème en soi, il faut juste s'adapter à cette transformation. Donc, c'est l'enjeu finalement de la cyber, c'est de dire, mon modèle historique, en fait, forcément, il ne va plus fonctionner. Il va être à l'encontre de cette évolution du business. Il va falloir finalement le changer. Alors, historiquement, quand on parle de ce périmètre qui est autour, si je fais le parallèle avec un parc d'attractions, on voit qu'il y a autour de ce parc d'attractions une barrière, il y a une entrée où quand j'arrive, en fait, on me contrôle, on me dit, alors, soit j'achète le billet sur place, soit je l'ai acheté ailleurs, et je me dis, voilà, moi j'ai le droit de rentrer dans ce parc et j'ai le droit de jouer. Une fois qu'on m'a contrôlé, une fois, je rentre, je vais juste faire la queue pour aller jouer. Donc ça, c'est le modèle historique qui existe dans les systèmes d'information. Donc on contrôle finalement à l'entrée de cette barrière du système d'information, je le contrôle une fois. S'il est bon, il peut faire ce qu'il souhaite à l'intérieur de cette entreprise. Et bien, comme on a dit que cette barrière n'existe pas, donc forcément, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de basculer sur plutôt un modèle de fête foraine. La fête foraine, à part, oui, on vérifie que j'ai pas, je ne sais pas, une bombe dans mon sac, en fait, on ne contrôle pas mon billet. Voilà, donc je rentre, il n'y a pas de délimitation de périmètre, vraiment. Je rentre, et à chaque fois que je me retrouve devant une attraction, ou que j'ai envie d'acheter, je ne sais pas, une pomme sucrée, ou je ne sais pas, et ben, je sors ce qu'il faut pour prouver que j'ai le droit d'acheter ou j'ai le droit d'utiliser le jeu. Et ben, c'est ce modèle-là qui est en train aujourd'hui de se mettre en place, et ce qu'on appelle le zéro trust. Le zéro trust, c'est la zéro confiance. Je ne fais confiance à personne, à part s'il m'a prouvé qui il est et qu'il a le droit de venir chez moi. Alors si je reviens un tout petit peu sur la technique, donc le postulat du zéro trust, du zéro confiance, c'est qu'on part du principe que l'attaquant est là. Il est à l'intérieur, il est avec moi. Il n'est pas à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'il me prouve chaque utilisateur, chaque ressource, dans le jargon de l'IT, une ressource, ça peut être une application, une donnée, un terminal, ça peut être une infrastructure, ça peut être tout, doit prouver son identité pour qu'on puisse
finalement, donner l'accès à une autre ressource. Et dans ce cas-là, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que je n'ai plus de confiance implicite. Ça veut dire qu'il y a un système d'identité qui doit être à tous les niveaux et qui doit vérifier à chaque fois que c'est la bonne identité, c'est la bonne autorisation, et qu'en fait, il y a des contrôles réguliers qui reviennent pour dire, bah oui, aujourd'hui, moi, Ahmed Zitili, j'ai le droit d'aller sur tel segment, mais en fait, demain, moi, si je change de poste, j'ai pas le droit d'y aller là. Moi, je dois aller là. Et donc, il faut qu'il y ait cette dynamicité et cette granularité pour qu'on puisse justement répondre à cet enjeu de dire, je ne fais confiance à personne. Alors, si on regarde d'un peu plus près où est-ce qu'on en est sur ce modèle Zero Trust globalement, on voit que les entreprises, elles expriment de plus en plus un intérêt stratégique pour ce modèle-là. En 2021 et en 2022, il y a eu deux sondages différents. En 2021, on voit qu'il y a 96% des entreprises qui considèrent que ce Zero Trust est critique pour leur business. Et en 2022, on voit qu'il y a 2 fois plus d'initiatives pour aller vers le Zero Trust dans les entreprises. Donc on est à 54% au lieu de 24% l'année dernière. Donc ça prend réellement de la place. Alors on voit aussi qu'il y a un positionnement extrêmement stratégique des acteurs du cloud. Alors Microsoft, je pense que vous utilisez à peu près tous Teams, donc ils ont une panoplie d'outils qui facilitent la vie de tout le monde, mais ça veut dire qu'en fait qu'ils se positionnent comme un vendeur lock-in vis-à-vis des entreprises. Et on voit aussi Google qui a racheté dernièrement un module qui s'appelle Mendiant, qui coûte 5,4 milliards de dollars pour se positionner justement dans cette sécurité, on va dire, moderne. On voit aussi qu'il y a une pression réglementaire. Donc là, on voit que l'ANSSI, vous connaissez l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité du système d'information en France. Elle édite des ROCO. Son équivalent en UK, c'est pareil. Et par contre, aux États-Unis, elle prend une tournure différente dans le sens où il y a eu un ordre signé par Biden il n'y a pas longtemps où toutes les institutions gouvernementales des États-Unis doivent être sous Zero Trust. Donc là, il y a un vrai virage. Mais concrètement, est-ce que ça veut dire qu'on y va tous comme ça, on se jette dans ce monde nouveau qui s'appelle le Zero Trust? Moi, je ne suis pas persuadée qu'il faut le faire de cette manière-là. Il faudrait plutôt le faire comme l'a fait Google. Google, ils ont eu une attaque il y a 10 ans. Ils ont dit, bah, je dois corriger mon attaque. Mais en fait, ils se sont rendus compte que non, s'ils la corrigent, il faut qu'ils redéveloppent tout leur système d'information. Donc, ils ont dit, mon business est là. Donc, je redéveloppe toutes les applications qui sont au niveau du web. Je commence là. Et à partir de là, je continue à faire une itération sur d'autres périmètres. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que Google, c'est les premiers à voir faire de sécurité. C'est une décision de l'entreprise pour savoir où est-ce qu'il faut aller. Le Zero Trust, c'est un changement de culture. On en a parlé. Ce n'est pas un produit. Ce n'est pas un produit sur étagère que j'achète et je vais dire que je fais du Zero Trust. Ce n'est pas ça. Le Zero Trust doit être inscrit, comme je disais, sur une démarche itérative. On choisit un use case et on y va petit à petit, et on recentre les efforts sur la gestion des identités, parce que c'est là où va être le nerf de la guerre dans les années qui sont devant nous. Et voilà, donc je vous ai mis mes coordonnées. Merci. Dès qu'on en parle, je suis disponible.